Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres, de leur lecture et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal en novembre 2020. Ce contenu est aussi disponible en vidéo sur www.salondulivredemontréal.com. Bonne écoute et bonne lecture. Bonjour, je me présente Amélie Boivin-Enfield. Bienvenue à cette édition toute virtuelle du Salon du Livre de Montréal en direct du Palais des Congrès. Et aujourd'hui, j'ai le grand bonheur de m'entretenir avec Marc Hervieux. Marc a publié son premier ouvrage qui s'appelle Bon vivant. Bonjour, Marc. Bonjour. Merci d'être là. Bien, un grand plaisir d'être là. Et j'invite les gens à clavarder dans le chat à côté de notre entrevue pour te poser des questions. C'est vrai? Puisqu'à la fin, il y aura une période de 5 minutes. Oh là là! Des belles questions, là. J'espère, pas trop de... Et Marc, j'ai un peu envie de te présenter. Il y a peut-être des gens qui ne te connaissent pas. Ça me surprendrait, oui, bien mais sûr, je vais le faire quand même. J'espère qu'il y a plein de gens qui ne me connaissent pas et qui vont me connaître. Alors, depuis 2009, tu as enregistré 10 albums classiques et pop couronnés par des disques d'or et des Félix. Tu t'es fait entendre sur les plus prestigieuses scènes internationales avec les principales formations d'opéra et les grands orchestres symphoniques. On t'a également vu au TNM dans la peau de Nelligan. Et ça a dû malheureusement être arrêté, je pense, en raison justement du confinement. Oui, exactement. En fait, on avait presque fini. Par chance, on avait fini les représentations au Théâtre du Nouveau Monde, mais on était en tournée après. C'était vraiment fascinant parce qu'on allait partout à travers le Québec et il nous restait malheureusement 3 représentations. Donc, on n'est pas allé à Terrebonne, à Sherbrooke et à Granby où on devait aller puis où les salles étaient déjà remplies à pleine capacité, mais ce n'est que partie remise. On se croise les doigts fortement pour que ça revienne. Voilà. Pour que tu puisses continuer à faire le métier que tu aimes le plus, celui de Oui, j'aime ça chanter. beaucoup, j'aime ça beaucoup. Mais la bonne nouvelle, puis là, c'est la première fois que j'en parle, les gens qui l'entendent présentement, c'est qu'on devait faire un disque avec la production de Nelligan. On devait le faire en avril. Évidemment, ça a été retardé. Et finalement, dans le fond, oublié et annulé. Mais non! Non, on va l'enregistrer là en décembre, ce qui fait que quelque part dans l'année prochaine, le disque sera disponible. Donc, il y aura quand même un vrai souvenir de cette production-là. Donc, même ceux qui ne l'ont pas vu pourront en profiter. Et tu parles de disque, tu as fait aussi une publication récemment, Nostalgia. Oui. Ben, en fait, c'est à cause du livre que le disque Nostalgia est arrivé. Parce que j'avais déjà un projet de livre et de disque. Mais le disque était autre chose, complètement. Et là, quand j'ai commencé à travailler sur le livre pendant le confinement, à force d'être dans mes souvenirs, dans mes histoires, tout ça, j'ai eu envie de faire le disque autrement. J'ai eu envie que le disque, dans le fond, complète le projet du livre. Puis là, les deux ensemble, pour moi, c'était comme un gros projet réconfort. C'était rempli de nostalgie, mais de la nostalgie heureuse. Moi, je n'ai pas la nostalgie triste. Là, donc, chaque histoire qui me faisait penser surtout à l'appartement d'Hochelaga-Maisonneuve où je suis né, à Montréal, me faisait penser au salon, puis aux gros stéréos en bois qu'on avait dans le salon avec les disques de mes parents. Et donc, à regarder mes filles pendant la pandémie, pendant le confinement, avoir accès à de la culture, des séries, des films, de la musique, au bout de 2-3 clics, là, il y avait ça. Je me suis dit, si moi, j'avais vécu le confinement à leur âge, mais à ma période, tout ce que j'aurais eu au bout des doigts, c'est le stéréo en bois avec les disques de mes parents. Donc, j'aurais écouté ça en boucle. Fait que je me suis dit, c'était quoi les chansons qui jouaient dans l'appartement de mon enfance? Et c'est comme ça que le disque Nostalgia est arrivé. C'est comme les 14 chansons qui, en tout cas, à mon souvenir, à moi, sont les chansons qui ont le plus joué chez nous quand j'étais enfant. Et Bon vivant, ça s'est écrit pendant le confinement. Complètement. C'est ton éditrice, Louise, qui t'a contacté parce que toi, au préalable, tu lui en avais parlé il y a quelques années. Oui. Et tu n'avais pas le temps de le faire, là. Au moins 3, je pense que c'est 4 ans. Je suis gêné de dire 4 ans, je vais dire 3, mais en tout cas, j'avais été voir donc Louise Loisel chez Flammarion. Je lui avais fait part de mon idée parce que je ne me voyais pas faire un livre de cuisine, je ne me voyais pas faire une biographie. J'avais eu des demandes pour les 2 trucs de ce genre-là. Je me voyais plus
plus faire un livre qui parlerait de mes 3 passions, c'est-à-dire donc raconter des histoires. Moi, j'aime bien conter des histoires, je parle trop. Donc, ces histoires-là amèneraient à des recettes, à de la bouffe, parce que j'aime ça beaucoup. Puis la bouffe amènerait aussi à des choix musicaux. Mais je voulais que ça soit comme dans le ton qu'on a là, présentement, comme quand dans la vie, on jase avec quelqu'un puis qu'on raconte une histoire. Fait que moi, j'étais bien intimidé par ça. Et d'après moi, j'ai dit à chaque année à Louise, l'éditrice, j'y ai dit que j'avais pas le temps, mais d'après moi, c'est simplement parce que j'avais peur. Je suis pas mal sûr de ça. J'étais gêné de dire ça avant, mais là... Mais t'aimes ça quand même, relever des défis, faire des trucs que t'as jamais fait. Oui, mais ça, c'était pas pareil parce que écrire, c'était quelque chose de vraiment grand, je trouvais. Tu sais, parce que... d'abord parce que je me livrais dans ces histoires-là, mais aussi parce que je me rendais compte, après avoir proposé l'affaire, puis après qu'on m'ait dit oui, je me rendais compte que dans le fond, tout ce que j'écrivais, là, c'était de temps en temps un statut de réseaux sociaux. Puis, tu sais, alors, est-ce que j'avais le talent ou en tout cas les idées assez claires pour écrire pour vrai un livre? Là, dans ce cas-ci, c'est 20 histoires. Au bout de l'exercice, dans le fond, je me suis prouvé à moi-même, d'abord et avant tout, que je pouvais. J'en ai écrit trop, finalement. on a coupé. Mais quand même, il y avait un vertige à écrire ça, à m'installer. Quand on m'a dit c'est 220, 230 pages, j'ai dit, écoutez, là, c'est trop. Pas, non, mais je sais pas qu'est-ce que vous pensez que je vais pouvoir mettre là-dedans, là. Et quand, je me souviens très bien la journée où Louise m'a dit « Non, mais Marc, tu as vraiment trop d'affaires, là, va falloir qu'on coupe. » Je dis « Voyons donc, ça se peut pas, là, tu sais. » C'était comme difficile à figurer, tu sais, puis j'avais pas fait ce genre de projet-là. Mais l'exercice qui me faisait tant peur, finalement, m'a plu énormément. J'ai vraiment aimé ça, m'installer. Il faut dire que j'étais chanceux, cet été, il faisait beau. Fait que je me levais très tôt, je suis un lève très tôt. Je m'installais tout de suite dehors et puis je commençais à écrire. Puis des fois, je me surprenais que rendu en soirée, j'étais encore là. Puis j'avais fait ça toute la journée. Ce qui est impressionnant, c'est que tu as fait ça dans un court laps de temps. C'est fou, là. Oui, c'est sûr. Ben, la préparation, en fait, le livre là, de A à Z, on peut dire que c'est juin, juillet, août, septembre, octobre. C'est 5 mois. Incluant l'impression, la reliure, toute, là. C'est 5 mois. Mais c'est 5 mois intenses. Mais moi, je suis une espèce d'hyperactif, intense. Donc, à partir du moment où je suis embarqué dans le projet, comme je disais tantôt, j'écrivais toute la journée. Puis quand parce qu'il y a des recettes, il y en a beaucoup. Il y en a plus de 50. Moi, je les cuisinais moi-même. Et puis, j'allais faire les courses moi-même parce que je voulais avoir les bonnes affaires. Et puis, j'étais dans la cuisine chez moi à 4h30 du matin pour préparer que quand l'équipe de photographes, de tout le monde arrive, bien, que j'ai déjà des préparations de fête, puis tout ça. Puis que la styliste culinaire, Chantal, qui a été fabuleuse, bien, elle m'aide à placer tout ça. Elle m'a aidé à faire beaucoup de recettes. Mais c'est surtout son coup d'œil pour les photos, tout ça qui était... Fait que, tu sais, c'était un travail d'équipe, oui, mais où j'ai mis l'épaule à la roue pas mal. Et tu dis dans le livre que si tu n'avais pas été chanteur, tu aurais été derrière les fourneaux. Oui. Je sais pas si ça aurait été de cuisinier ou boulanger ou pâtissier, mais c'est sûr que j'aurais probablement fait la cuisine. C'est sûr sur ce. J'ai travaillé, quand j'étais au conservatoire, j'ai travaillé en restauration, j'ai travaillé en traiteur, j'ai travaillé, tu sais, c'est un monde. Et j'ai été, on va le dire comme ça, cuisinier, cook, dans une base de plein air. Puis ça, c'est arrivé un peu comme le livre, hein? C'est que moi, j'étais animateur dans cette base de plein air-là. Là. J'étais pas cuisinier. Puis un jour, la cuisinière qui a été une femme extraordinaire dans ma vie, j'en parle dans le livre de Monique, Momo, pour les intimes. Et puis Momo a fait un infarctus dans la cuisine, a été transporté évidemment à l'hôpital. Et le soir, on pensait que son équipe allait prendre la relève. Et puis on dit non, nous autres, on n'est pas... Et puis moi, j'ai dit, ben je vais le faire, moi. Fait que c'était un peu... tu sais, c'est toujours, en fait, ça part toujours du principe que je me dis tout le temps, tant que je n'ai pas essayé, je ne peux pas dire que je ne peux pas le faire.
Mais il y a des affaires qui m'ont fait plus peur que d'autres, dont écrire un livre. Et Marc, j'ai envie de faire un petit jeu avec toi parce Oui. que tu le dis, il y a 20 anecdotes dans l'ouvrage où on retrouve des recettes et de la musique qui est associée à ça. Et moi, je t'ai écrit des mots liés avec chacune des 20 anecdotes. J'aurais envie que tu piges Oui. puis qu'on parle des anecdotes que tu vas piger. OK. Alors, je ne sais pas ce que tu vas piger, puis toi non plus, tu sais pas. C'est énervant. Ce que tu veux. Oui, c'est te ça, laisse il la faut boire. le dire. Tu me laisses la boire? OK. Oui. C'est ça qu'il faut dire, c'est ça aux gens, parce que 20 anecdotes vraiment uniques. Tu n'as pas besoin d'avoir lu celle d'avant, tu n'as pas besoin de lire celle d'après. Bon, j'en ai un. Temps des fêtes. Ah, ben là. Qu'est-ce que ça sonne pour toi, temps des fêtes? Ça s'en vient bientôt? Moi, j'adore le temps des fêtes. Je sais qu'il y a du monde qui haïsse ça. Moi, j'adore ça, j'aime ça profondément, mais j'ai pas toujours aimé ça. Parce que j'en parle dans le livre, évidemment, mon père est décédé l'avant-veille du jour de l'an, quand je suis adolescent. Et puis, pourtant, à Noël, alors qu'il était branché de partout, là, mais Noël, c'était super important pour lui. À Noël, il était correct, il était assis dans son lit à l'hôpital, aux soins intensifs. On a sorti la guitare, on a chanté. Puis tout ça, puis quelques jours après, il est décédé. Donc, les années qui ont suivi ça, c'était dur un peu le temps des fêtes. Mais à partir du moment où j'ai eu mes enfants, mes filles, c'est là que tu réalises que dans les yeux de tes enfants, il y a toute l'excitation du monde, tu sais, pour Noël qui arrive. Puis qu'elles sont là pour se créer des nouveaux souvenirs, des nouvelles traditions. Puis que toi, tu as le droit d'avoir ton petit moment, tu sais, mélancolique, là, si tu veux, parce que ça te rappelle ça. Mais j'avais pas le droit, je trouvais, de gâcher leur moment à elles. Et puis maintenant, j'aime ça. Mais c'est extraordinairement traditionnel. Alors que j'aime beaucoup essayer plein d'affaires, temps des fêtes, pour moi, égale tradition. Et tu parles aussi dans le livre à quel point l'odeur aussi, quand tu revenais de la messe avec ta famille, que là, c'était le plaisir, c'était le party, là. Moi, j'ai 3 frères et sœurs. Mes parents, on était 6. Et puis, moi, je suis un accident. Fait que je suis arrivé pas mal plus jeune. J'étais très jeune le bébé quand inattendu de la famille. Là. Ça fait que là, mon frère, mes sœurs, mes parents, ils m'entourloupaient tout le temps parce que... Puis moi, je voyais rien. J'ai écrit au Père Noël jusqu'à 10 ans parce qu'ils m'écrivaient des lettres, puis c'était tellement bien fait que je pouvais pas faire autrement que croire à ça. Fait que je voyais pas non plus que quelqu'un arrivait en retard à la messe de minuit, quand on partait à la messe de minuit, puis que finalement, il installait tout, les cadeaux en dessous du sapin, puis le buffet, puis tout ça. Puis quand on revenait de la messe de minuit, j'étais fasciné, moi, parce que, wow! Il y avait des cadeaux en dessous du sapin, il y avait une table complètement montée. Puis là, j'avais comme pas remarqué qu'il y avait quelqu'un d'un 6 qui n'était pas venu à la messe ou qui était arrivé en retard ou qui était parti avant la fin, tu sais. Il y avait cette magie-là qui marchait puis qui fonctionnait pour moi. Ouais. Wow! Ah ouais. Est-ce que tu veux piger un autre mot? Certain. Alors... I pagliacci vesti la giubba. Ben, j'avais ce rêve-là, moi, de devenir un chanteur d'opéra. J'ai travaillé fort pour ça. Il faut travailler très fort. Je le dis à n'importe qui, je ne sais pas. Tiens, la caméra est là, j'imagine. Je vous le dis. Si vous... elle est là. Bon, elle est là. Je vous le dis, si vous voulez être un chanteur d'opéra dans la vie, il n'y en a pas de secret pour que ça fonctionne. Ça peut fonctionner. Il faut travailler comme un fou ou une folle. Et la première fois que tu as chanté ça, c'est à Montréal? Et la première fois que j'ai chanté ce rôle-là, c'était à Montréal. Puis c'était comme vraiment l'accomplissement. Parce que j'en avais chanté beaucoup de rôles d'opéra avant de chanter celui-là. Mais là, c'était vraiment l'accomplissement d'un projet. Tu sais, c'est comme vraiment là, un rôle auquel je tenais beaucoup. Puis il y a quelque chose de très symbolique parce que ce qui arrive dans Pagliacci, ce que c'est que c'est une gang de saltimbanques qui se promènent d'un village à l'autre puis qui arrivent dans un village et jouent une pièce de théâtre dans leur roulotte. Leur roulotte, donc, s'ouvre et devient la scène. Et les gens viennent assister à ça. Mais ce qui arrive dans l'opéra, c'est qu'il y a une pièce de théâtre qui se déroule dans la pièce de théâtre. Pourquoi? Parce que le personnage de Canio a appris qu'il se faisait tromper, que sa compagne, donc Nedda, le trompe avec quelqu'un et il les surprend.
Et donc, le soir, il va falloir qu'il fasse quand même la pièce de théâtre. Puis il va falloir qu'il fasse quand même rire les gens, parce que les gens, ils savent pas ça, son malheur à lui. Alors, la pièce Vesti la giubba, c'est ça. C'est ça que ça veut dire. Vesti la giubba e la faccia in farina, la gente paga e rider vuole quoi. Donc, vesti la giubba, mets ton costume. Et la faccia in farina et ton maquillage, la gente paga, les gens ont payé, et rider vuole quoi. Et ils veulent rire. Peu importe, on résume ça avec The show must go on, tu sais. Mais lui, il est triste. Et donc, quand il arrive, il est plus juste triste, il est un peu saoul. Et puis, donc, ça délie sa langue. Et puis, bon... C'est vraiment, vraiment un rôle extraordinaire. Je l'ai rejoué ailleurs qu'à Montréal après, mais à Montréal, j'ai... Mais le faire dans sa ville où on est... Oui, c'est extraordinaire. Puis il y avait ma fille la plus vieille, Loyane aussi, qui jouait dans l'opéra avec moi, qui avait... Je ne sais plus, qui devait avoir 8 ans à peu près à ce moment-là. Fait que ça, c'était génial, ça. Wow, c'est un beau souvenir. Oui, un très beau souvenir. Est-ce que tu veux picher On pige? On pige. Tiens, je vais prendre un cœur qui dit Pavarotti. Oui. Ben, on reste dans le monde de l'opéra. Ben, c'est grâce à lui que tu as commencé à avoir un intérêt pour l'opéra. Moi, j'ai vu Pavarotti à la télévision. Je l'ai entendu, évidemment, sur disque. Puis là, je me disais, wow, quel incroyable chanteur, quelle voix exceptionnelle. Évidemment, il y avait eu un cadeau de la vie, d'avoir le thème qu'il avait, mais comme n'importe qui d'autre, il avait aussi beaucoup travaillé. Et à un moment donné, j'étais en répétition pour la Traviata à l'Opéra de Montréal et j'ai su qu'il allait être dans la salle de répétition voisine à la Place des Arts. Et à la pause, je suis allé voir par la petite fenêtre et je l'ai vu. J'ai sondé la porte, elle était débarrée, je suis rentré, puis je suis allé jusqu'à côté de lui, même plus proche qu'on est là présentement, et j'ai pu lui parler. Il a chanté le reste de sa répétition, je suis resté à côté de lui. C'était vraiment un moment extraordinaire. Et moi, ce qui m'a fasciné, c'est qu'il t'a dit « Regarde-moi ». Oui, au lieu de me dire « Écoute-moi », il m'a dit... Puis ça peut être un peu ésotérique quand on y pense, puis qu'on ne connaît pas tant la voix. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, on connaît tellement bien la voix, quand on l'étudie comme il faut, là, que ça devient... c'est comme si on la voyait sortir. Fait que là, je peux voir où elle est placée chez quelqu'un, puis tout ça. Et lui, donc, il me disait ça parce qu'il n'y a rien de mieux que de savoir exactement où est placée la voix pour juger si c'est à la bonne place ou non, si on fait la bonne affaire ou non. Wow, c'est fascinant. Oui, bien, c'est un... Tu sais, on pense pas à ça, mais c'est un instrument. C'est un instrument, les 2 cordes vocales. Et puis, c'est un instrument qui est difficile. Pourquoi? Parce qu'on ne le voit pas, on y touche pas. Quand on joue du piano aussi, bien sûr que c'est difficile. Quand on joue du violon, bien sûr que c'est difficile. L'avantage, c'est quand même d'y toucher à l'instrument. Là, il est invisible. Et donc, il faut réussir à le contrôler. Et puis, pourquoi ça fonctionne comme ça, je ne sais pas, mais quand on chante, quand on apprend, à un moment donné, on réalise qu'on est capable de contrôler certaines choses. Fait que là, on dit, ça y est, je suis correct, je contrôle. Puis là, le lendemain, on essaye, puis ça ne marche pas. Ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps avant que ça devienne un réflexe. Parce que le but, c'est d'être capable de décortiquer toutes les étapes pour que la voix fonctionne au maximum, avec seulement les 2 petites cordes vocales, mais que plus ça va, plus on est habitué, plus c'est un réflexe, donc c'est aussi rapide qu'un réflexe. On fait toutes les opérations quand même, mais dans la fraction de seconde. Ouais. Mais est-ce que tu trouves, on est en confinement ces temps-ci, tu fais plus de spectacles, est-ce que tu dois travailler ton instrument fréquemment? J'avoue que, puis ça va arriver à plein de monde. Tu sais, ceux qui sont chanceux puis qui chantaient beaucoup, quand je me faisais demander avant, tu te réchauffes-tu beaucoup, tu travailles-tu ta voix chez toi, tout ça? La réponse était non, parce que j'étais toujours en représentation ou presque. Donc, avant de faire un concert, on se réchauffe un peu, mais on sait exactement comment on est. Là, c'est autre chose, parce qu'on est des journées, des semaines sans chanter sur scène. Alors, je peux chanter dans ma voiture, je peux chanter dans ma douche, dans la maison, mais c'est pas pareil quand même, parce qu'en situation de performance, c'est pas la même chose, tu sais. Alors oui, il faut se réchauffer puis il faut l'entretenir parce que c'est pareil comme un sportif qui s'entraîne pas, ça disparaît. Donc il faut garder ça en forme. Ouais. Ça prend de la discipline. Ça prend de la discipline, c'est ça. Comme écrire un livre.
Et on n'en a pas beaucoup parlé, mais on parle de musique. Il y a beaucoup de musique là-dedans. Chacune des anecdotes est associée avec des recettes et également de la musique. Oui, des suggestions musicales. J'avais envie... La plupart du temps, ce sont des œuvres classiques ou des opéras. Mais, quelquefois, ce sont des chansons qui me rappellent l'histoire ou l'anecdote que j'ai racontée. Par exemple, quand je parle de ma grand-mère, évidemment, ma grand-mère... Ma mère Rosa. Ma mère Rosa, exactement, que j'ai tellement aimée. Ma mère Rosa, fallait que ce soit ses chansons. Il fallait que ce soit Luis Mariano. Il fallait que ce soit Edith Piaf. Ses chanteurs à elle, Tino Rossi, puis tout ça. Donc, j'ai mis ces trucs-là. Quand je suis allé en Corse, par exemple, on m'a fait découvrir là-bas des groupes et des chanteurs corses. Je voulais parler de ces gens-là. Mais quand je parle d'opéra, je dis aux gens, je vais répondre à une question que vous me posez souvent. J'ai jamais été à l'opéra, par quoi je devrais commencer? Alors, j'en donne comme 10, à peu près dans l'ordre. En tout cas, moi, je les ai mis dans l'ordre que je pense à être bon. Et puis, voilà, c'est des œuvres faciles, c'est des œuvres accessibles. Tu sais, quelqu'un qui ne connaît pas la musique, je suis certain qu'il peut aller vérifier en écoutant ce que je lui propose, puis il va m'écrire pour me dire « Hey, finalement, j'en connaissais déjà un très haut pourcentage », parce que des fois, on ne sait pas le titre, des fois, on ne sait pas qui est le compositeur, mais on ne s'est pas rendu compte que dans nos vies, au cinéma, à la télé, dans les pubs, on utilise ces musiques-là. Est-ce que tu veux piger un autre mot? Certainement. Je triche pas, là. Je regarde pas. Mistral. J'imagine que c'est... En tout cas, moi... 12 jours. 12 jours. Oui, exactement. Le Mistral, c'est un vent de la Provence. Et le Mistral, j'ai appris une chose un jour, moi, c'est que le Mistral fonctionne par coup de 3 jours. 3 jours, 6 jours, 9 jours, 12 jours et alouette. Donc, moi, je passe 3 semaines de répétition dans le sud de la France à répéter la Traviata qu'on doit jouer à l'extérieur dans le très, très beau site de la Pinède de Juan-les-Pins sur la Côte d'Azur. Hey, c'est beau, là. C'est beau de beau. Et l'arrière-scène, le rideau de scène qu'on a, c'est la Méditerranée. C'est pas pire, tu sais. Et donc, nous, on a répété, et on arrive à la Générale, c'est dehors. À la Générale, ils vantent pas mal. Alors là, ceux qui connaissent ça commencent à dire « Oh, c'est le Mistral, hein? Le Mistral, il se lève. » Alors là, bon, OK. Fait que là, les musiciens ne peuvent pas avoir facilement les partitions parce que tout s'envole, parce que plus ça va, plus le Mistral, il est fort. Hein? Et oh! Alors, le lendemain, c'est supposé être l'autre général, et ce ne sera pas possible parce qu'ils vantent trop. Donc, pas de répétition. Et puis, finalement, l'autre journée d'après, c'est supposé être la première représentation. Et puis, non, on ne peut pas. Et puis, il a vanté pendant assez longtemps pour que, finalement, on joue jamais. On n'a pas joué. Fait que vous buviez du vin puis vous aviez du plaisir entre vous. On se rendait sur place. Et puis là, il y avait un huissier qui mesurait le vent. Hey, c'était fabuleux là, comme situation. T'imagines? Il y a un gars qui est là, sa job dans la vie, c'est de mesurer le vent. Le vent, aujourd'hui, il est à 53 km/h. Vous ne jouerez pas. OK. Tu sais, je ne sais pas c'était à combien là, que nous autres, on n'avait pas le droit de jouer. Il y a une espèce de règlement pour les musiciens, puis pour la sécurité aussi, parce que quand même, le décor peut partir au vent. Donc, on n'a jamais joué. On l'a répété, mais on ne l'a jamais joué. Mais on a bu du vin. Là. Mais ça devait être frustrant pour vous, 3 semaines de répétition, puis on ne peut pas jouer le spectacle. Oui. Il y a une frustration assez importante. Mais en même temps, à un moment donné, qu'est-ce qu'on peut contre Mère Nature? Hein? Alors, on n'y pouvait rien. Et puis, on a passé des journées à se raconter nos vies puis à attendre. Mais on était aussi, il faut le dire, dans un décor tellement paradisiaque que c'était pas si pire. Ouais. On a le temps, je pense, pour une dernière anecdote, Marc. Puis après, on va aller aux questions du public. OK. Tête de poisson, eh my God! Ça m'a tellement fait rire. Là. Ah, mais là, c'est parce que je reçois un coup de téléphone ici pour aller remplacer un ténor à Taïwan. C'est quand même... oui. Hein? Donc, je pars d'ici, je m'en vais à l'aéroport, j'embarque dans un avion, j'arrive à Taïwan après 24-25 heures de transit et de vol. On me met dans une voiture, on m'amène à la salle directement, je rencontre le chef d'orchestre, on fait une mini-répétition
Et là, le concert va être dans 2 heures. Entre les deux, on va manger avec tout ce monde-là, le chef et puis les autres. Et on entre dans un restaurant où je ne serais jamais rentré de ma vie, d'ailleurs, là, tu sais, mais où j'ai mangé des plats c'était vraiment extraordinairement bon. Mais habituellement, tu ne manges pas avant un concert, je pense. Moi, j'aime ça manger très tôt. Mais là, bon, je ne voulais pas insulter personne, tout ça. Et le chef, donc, prend la tête au complet du poisson. Un Taïwanais, le chef, prend la tête au complet du poisson et la mange, puis crache, en fait, les petits bouts qui ne doivent pas se manger. Mais moi, après, je retourne. Et là, je suis vraiment fasciné de le voir faire, tu sais. Et je retourne faire le concert. On joue la création de Haydn en allemand, une œuvre sérieuse, religieuse. Et puis là, tout le long que je le vois diriger, je suis pas capable de m'enlever l'image de lui qui mâchouille la tête du poisson. Ah, c'était incroyable, mais tu sais, c'est des moments fabuleusement heureux, tu sais, tout ça. Ouais. C'est drôle. Oui, c'est très drôle. Et là, on va aller avec les questions du public. Quelqu'un qui dit qu'il a adoré votre livre Bon Vivant. Est-ce qu'il y aura un volume 2? Je l'espère. Bien, comme je disais un peu plus tôt, j'ai trop écrit dans la version 1. Donc, c'est sûr que j'ai beaucoup d'autres choses déjà. Et puis, je me suis surpris à prendre des notes même depuis la fin de l'écriture parce que j'ai tellement aimé écrire que j'ai écrit des notes. Ce que je n'avais pas fait pour l'autre, c'était tout dans ma tête. Là, j'ai pris des notes. Donc, je pense bien qu'il y aura une version 2 de Bon Vivant. Très contente de l'apprendre parce que j'ai beaucoup aimé ça. Bien, merci. C'est un beau livre, un beau cadeau à offrir à Noël. Bien, en tout cas, moi, je peux pas dire le contraire. Non, mais je pense que ça va plaire à un public qui est vraiment vaste. Oui, je pense aussi. Tu sais, c'est définitivement quelqu'un qui a vécu ces souvenirs-là, donc qui est un peu plus âgé, mais aussi quelqu'un qui a envie de se plonger dans ces histoires-là sans les avoir nécessairement vécues. Mm-hmm. Ben, il va y trouver son compte aussi. Puis avec le confinement, on a envie de cuisiner. En tout cas, moi, j'ai plus cuisiné pendant le confinement et c'est des recettes qui sont réconfortantes. Oui, ben là, c'est sûr. C'est moi. C'est comme ça. Il y a quelqu'un qui me demandait récemment, parce que j'ai perdu du poids, si le livre, c'était les recettes de ma perte de poids. Je dis non, vraiment pas. Si vous faites que les recettes qui sont dans mon livre, c'est pas maigrir qui va vous arriver, c'est engraisser. Parce que c'est toute une espèce de comfort food, là, comme on dit. Ouais. Et tu parles justement du fait que tu as maigri. Le 2 janvier 2020, tu avais écrit que tu prenais une résolution. Cette année, tu allais faire ton propre pain et tu as pu le faire. Ouais. J'avais dit ça. J'avais dit, hey, comme les résolutions, je les tiens jamais, cette année, ce que je vais faire, je vais essayer de faire mon pain le plus souvent possible. Je pensais jamais dire aussi vrai. C'est la première fois de ma vie que je tiens une résolution parce qu'effectivement, quand est arrivé... Mais ce que ça m'a permis, le confinement, et le fait que tout à coup, il n'y avait plus de levure nulle part, tout ça, ça m'a permis de pousser mon affaire plus loin, puis d'apprendre réellement à faire mon levain, à entretenir le levain, à faire des tests en ayant 3, 4, 5 levains différents dans mon armoire, à toutes sortes de farines différentes pour voir laquelle réagit le mieux, le plus rapidement, le plus fortement, tout ça. C'est bien, tu as fait les tests, puis maintenant on peut utiliser tes bons trucs. C'est ça, exactement, ouais. On va y aller avec une autre question. Crois-tu que ta cuisine est influencée par ton opéra et vice-versa? Y a-t-il des qualités communes à ces deux pratiques? Je dirais que ce qui peut se rapprocher des deux, c'est que on n'a pas souvent cette image-là des chanteurs d'opéra, mais Bon Vivant, là, c'est à peu près tous les chanteurs d'opéra que je connais. Ah oui? Tu sais, c'est des gens qui vraiment... tu sais, nous, on vit toujours dans nos valises. On arrive dans une ville, on rencontre des gens. Des fois, plus on a d'expérience, évidemment, plus on revoit des gens qu'on connaît déjà. Mais majoritairement, donc, on devient amis très rapidement avec des gens. Et une des façons de créer des liens, c'est souvent, après les répétitions, de se retrouver dans l'appartement de l'un ou de l'autre qu'on a dans cette ville-là, puis de cuisiner, puis de mettre un gros plat en plein milieu de la table, et puis de piger dedans. Et ça fait une grosse différence sur ce que nous, on est en tournée, parce que sinon, c'est très dur. C'est très, très dur, la vie de tournée. Quand tu es sans arrêt dans tes valises, là, c'est très dur.
C'est bien d'avoir des gens avec qui partager un peu. Là. Alors, un jour, je ferai... Peut-être dans le tome 2, il y aura une partie avec des recettes tirées réellement de certains opéras. Bien, merci beaucoup, Marc, d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. Merci à vous à la maison et je vous invite à vous procurer le livre de Marc Bon Vivant sur le site leslibraires.ca et reste à l'écoute. À compter de 16h30 tout à l'heure, il y aura un entretien avec Véronique Bouchard animé par Catherine Mercier de la Semaine verte. Merci à vous. Merci, Marc. Veux-tu dire un dernier mot aux gens qui sont avec nous? Écoute, vraiment, je vais m'adresser réellement à vous là, pour vous dire merci parce que vous êtes nombreux à m'écrire des mots. Vous êtes vraiment fabuleux. Je vous lis. Je vous réponds le plus possible. Des fois, c'est pas simple, mais en tout cas, merci beaucoup. Passez un très beau temps des fêtes. Je vous embrasse. Et puis, voilà. Si vous faites mes recettes, envoyez-moi des photos. On peut te rejoindre où? C'est facile. Réseaux sociaux, donc, soit Facebook, Marc Hervieux Artiste, Instagram, Hervieux Ténor. Enfin, je suis facile à trouver. Et puis, vous allez pouvoir... Puis c'est le fun parce que là, de plus en plus de gens m'envoient des photos de mes recettes. Ça, je ne m'attendais pas à ça. Merci. Merci à vous.